Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires, qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série du mois d'avril qui est le mois international de sensibilisation à la césarienne. Aujourd'hui, je reçois Clémentine, une warrior, comme vous toutes, mais encore une autre warrior, qui a eu une césarienne d'urgence dans des conditions compliquées, en plein confinement, premiers épisodes Covid, à un mari qui ne peut pas être présent au travail, à peine à l'accouchement, et puis un dénouement comme on ne les aime pas, une césarienne d'urgence qui se passe mal, un post-op immédiat en bloc qui se passe mal, une équipe qui n'accompagne pas, des violences obstétricales, un bébé qui n'est pas présenté au couple et même une maman qui ne sait pas où est son bébé pendant plusieurs heures. Et puis une émotion qui est encore très forte parce qu'on ne se remet pas facilement et rapidement de ces épisodes-là, même si le temps avance et que l'on peut mettre des choses en place pour aller mieux. Ce qu'a fait Clémentine, puisqu'elle a créé un fort lien avec son enfant et sa cellule familiale avec son mari, bien que, comme vous allez le voir, au départ, tout n'était pas écrit d'avance pour cette stabilité familiale. Mais voilà, Clémentine a fait preuve de résilience et même si l'émotion est encore palpable, elle avance petit à petit et sans nul doute cet épisode, sera un pas de plus pour elle, dans son, processus de résilience. Merci Clémentine pour ton parler vrai et pour les détails intimes aussi que tu nous livres dans ce témoignage qui nous permet de nous projeter avec toi en salle de bloc quand, par exemple, tu expliques que tu as vomi du fait de l'anesthésie dans ton masque et qu'on ne te l'a pas changé. Ou d'autres moments où tu subis des violences obstétricales. Ce sont des détails que tu n'étais pas obligée de partager, mais que je sais de nombreuses femmes ont vécu aussi et taisent tout bas. Il y a des pratiques de professionnels formidables et merveilleux que l'on aime mettre en avant, mais c'est aussi notre rôle de dire quand non, certaines choses ne sont pas acceptables. Merci Clémentine pour ces moments où on a ri, ces moments où on a pleuré et l'intensité de ton témoignage et surtout ton courage. Comme je te l'ai dit, le mot qui vient à côté de ton prénom sur mes notes, c'est warrior. Merci Clémentine et très belle écoute. Bonjour Clémentine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es? T'es pas obligé de dire ton âge, mais voilà, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et voilà, comme tu le souhaites, de te présenter comme tu as envie. Ça marche. Alors je m'appelle Clémentine, j'ai 31 ans et je travaille dans le e-commerce, dans le digital. En parallèle, j'ai monté mon association qui s'appelle la Team du Cœur. On s'occupe de personnes réfugiées, de personnes à la rue sur Paris. Et j'ai aussi lancé récemment mon agence marketing en ligne pour accompagner des petits entrepreneurs qui souhaitent lancer leur business. Une femme multicasquette et Multitâche. multitâche. Euh, T'es maman aussi quand même. Oui, maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans à la fin du mois. Ça rajoute à la multitâche, tu vas le dire quand même. Ça rajoute un emploi du temps bien chargé et un esprit qui tourne 24 heures sur 24. Le cerveau qui s'arrête jamais. Je suis ravie de te recevoir. C'est toujours chaque parcours est toujours hyper unique évidemment, et donc je suis toujours hyper heureuse de vous recevoir et je te remercie du coup d'avoir partagé avec moi un message via donc le réseau Instagram, de me raconter un petit peu ce que tu avais vécu. Ça m'avait beaucoup touchée. Tu vois, quand je repense à ta photo, ça m'émeut un peu. Et
Et du coup, justement, bah, donc merci beaucoup déjà de venir, partager ton histoire. Et tu sais qu'on dit que pas de cicatrice sans super-héroïne, que c'est le mantra de Wounded Women. Du coup, de quelle cicatrice tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la cicatrice de ma césarienne, donc qui remonte, il y a maintenant 2 ans, qui m'a permis quand même de donner naissance à mon petit garçon qui s'appelle Madiba. C'est une césarienne qui a eu lieu dans des conditions un petit peu particulières parce que c'était pendant le covid et du coup, elle s'est faite dans un contexte, d'isolement quasiment, total et c'est de ça dont j'aimerais vous parler, aujourd'hui. Oui, en fait, ça me fait des frissons. C'est le fait de faire cette opération en étant donc seule et on va parler aussi création du lien avec, ton bébé, création du bah, et aussi toi, comment tu te sens devenir mère, en fait et Ouais. la création de la cellule familiale et cetera. Donc on peut dire aussi que c'est quelque part aussi une cicatrice un peu psychologique, et tu nous diras du coup où tu en es après, de toute ta résilience et ton chemin. Bah, du coup, est-ce que tu veux bien un peu nous raconter, du coup, comment ça s'est passé? Et peut-être aussi, est-ce que c'était programmé ou pas? Voilà, comment t'en es arrivé finalement à aller au bloc seule? Et puis tu vois, les gens commencent à un peu oublier, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir une césarienne pendant le confinement, le Covid? Voilà, qu'on se projette un peu avec toi dans ce que tu as vécu. Complètement. Alors c'était pas du tout une césarienne programmée. En fait, à la base, moi, je me préparais pour un accouchement naturel. Donc on voit déjà que le gap entre les 2 est énorme. Voilà, c'était plutôt mon projet de naissance. Ce qui fait que j'avais fait toute ma préparation, mon projet de naissance dans cette optique-là. La césarienne, il faut savoir qu'on m'en avait quasiment pas du tout parlé. En fait, je me souviens vaguement, pendant un cours de préparation à l'accouchement, qu'on m'a dit: «Oui, effectivement, potentiellement, ça peut être une opportunité, ou une voilà, ça peut arriver à un moment», mais c'était pas du tout, quelque chose, voilà, je m'étais pas du tout préparée à ça et du coup, donc là, ma grossesse, j'ai eu une grossesse idéale, une grossesse de rêve. Et vers la fin, en effet, on m'annonçait un bébé plutôt en forme, plutôt gros, parce qu'on savait déjà qu'il allait passer la barre des 4 kilogrammes et encore une fois, on m'a pas parlé de césarienne, on m'a juste dit: «Il faudra peut-être vous attendre à un déclenchement, potentiellement», voilà. Donc c'est la seule chose, on va dire, à laquelle je pouvais potentiellement m'attendre, c'était ce déclenchement et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée à terme, j'ai même dépassé mon terme, donc faut imaginer la taille de ce gros bébé, post-terme. Et en fait, pas de contraction, rien du tout. Et donc la décision a été prise de déclencher. Là, c'est à ce moment-là, on va dire que l'isolement a commencé et c'est un isolement que j'avais pas, on va dire forcément anticipé à ce moment-là parce que pareil, pas préparé à ça, on va dire que dans les consignes de l'hôpital en question parce qu'il faut rappeler quand même que c'est propre à chaque hôpital, hein. Chaque hôpital a son protocole différent, même pendant le covid. On m'avait dit qu'en effet, le papa potentiellement ne serait pas là pendant le travail, pourrait être là pendant l'accouchement. Voilà, c'est la notion que j'avais. Je pense qu'à ce moment-là, je sais pas si j'ai fait un déni, mais en tout cas, j'ai pas réalisé que le travail, c'était quand même la période la plus longue et que le papa serait pas, là du tout. Ouais. En même temps, Hem c'est ton premier enfant, même si tu as des notions, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est ça, complètement et c'est assez important ce que tu dis, le premier enfant, c'est qu'au-delà de ça, en fait, on se laisse vraiment, porter et guider par l'équipe médicale à ce moment-là, parce qu'on est novice, en fait et ouais, j'ai complètement pas réalisé cette partie-là et donc le déclenchement déjà, qui est pas la partie la plus, voilà, des petits déclenchements par ballonnet pour les femmes à qui ça parle, c'est pas super agréable et déjà le papa était pas là. Impossible qu'il soit là, donc pas de communication avec lui. J'ai pas mon téléphone à ce moment-là et du coup, bah, lui, il sait pas ce qui se passe. Donc avec du recul, avec beaucoup de discussions, je pense que lui aussi a très, très mal vécu déjà dès le début, en fait, cet isolement-là. Il attendait aux urgences, tout seul. C'est quand même assez triste, en sachant que c'était un événement hyper important pour lui. Hem Et donc déclenchement aux alentours de 14 heures pour être précise et s'ensuit, en fait, une période de travail assez longue pendant laquelle en fait, bah, pareil, j'ai pas le papa avec moi et ce qui est même encore plus incompréhensible quand j'y repense, c'est qu'on me met dans une salle de travail avec une autre personne qui elle-même en travaille, une autre femme qui est en travail. Donc on n'a pas le droit au papa, mais on a le droit quand même d'être à 2. Donc ça, c'était pas, en fait, mon esprit à ce moment-là commence à ne plus comprendre grand-chose et Mmh. malheureusement un hôpital saturé, de par le contexte,
de par le nombre de naissances à ce moment-là et donc très peu d'accompagnement sage-femme, malheureusement. Et donc j'ai passé, toute la nuit à voir les contractions qui augmentaient, qui s'intensifiaient, sans papa. Alors on s'appelait au téléphone, mais bon, faut dire que c'est pas du tout la même chose. Ah non, c'est Voilà, sûr. Oui, parce que encore, tu te fais opérer et t'as pas d'accompagnant, tu peux avoir le téléphone, on dirait bon, c'est déjà pas mal, mais là, c'est ton accouchement, tu vas accueillir ton enfant. c'est ça. Accessoirement, tu entres en travail, ce qui, même si on a plusieurs enfants, nous arrive quand même que quelques fois dans notre vie. Oui, Donc c'est quand même des moments qui sont très importants. En plus, c'est le premier, donc tu découvres tout. c'est Euh, ça. pour ton conjoint, c'est pas parce qu'il, je minimise pas du tout hein, la place du coparent à ce Mmh. moment-là, mais je veux dire, du coup, lui aussi, c'est une première fois, lui aussi, il veut accueillir son enfant, donc c'est quand même vraiment très dur. Donc 14 heures et toute la nuit, donc en fait, c'est hyper long. T'as un travail qui est très très long. Ouais. Euh, T'as quand même, tu vois quand même quelqu'un. Est-ce que même tu parles à la personne qui est dans la chambre avec toi? Vous créez un lien? Comment ça se passe? Alors malheureusement, oui, on a discuté un petit peu, sachant que cette dame-là, elle était dans un projet de ne pas accoucher parce qu'elle était très, très tôt dans sa grossesse et qu'elle, elle essayait de retarder quand moi j'essayais d'accélérer. Donc on D'accord. n'avait même pas cette solidarité-là et donc on se croise quand même entre autres femmes parce qu'on va marcher dans le couloir, on va D'accord. voilà, on se croise un peu entre femmes et on est toutes un peu désemparées à ce moment-là. Bon, chacune est centrée sur sa douleur bien sûr, mais on est toutes désemparées d'être seules en fait. Et on se retrouve à en fait, moi, comme mon projet, en plus, était d'un accouchement naturel, toutes les postures, tout le rôle du papa est d'autant plus important, en fait. Bah, J'avais c'est ça. tout, j'avais vraiment misé sur lui pour le Bah coup, oui. même si bien sûr le travail reste pour la femme, mais Oui, voilà, pour faire sur des les pressions, t'aider à avoir des exactement, positions pour te tirer, bah oui, bah bien sûr. Et exactement. je dirais même, si lui n'avait pas pu être là, t'aurais pu faire presque ça avec un personnel soignant qui aurait été C'est là, ça, t'aurais pu t'accrocher, t'aurais pu refaire ces positions en duo que tu avais pu voir. exactement. Oui, oui, bah oui, bien sûr, ouais. Là, tout se fait seul, même, aller prendre une douche, c'est seul, alors que j'étais déjà arrivée à pour les les femmes qui avaient des enfants à 3-4 centimètres, donc on sent la douleur qui Ouais. commence à venir sans aucune autre, aide pour soulager la douleur. Pas de gaz, qui puisse soulager, rien du tout. Et du coup, en fait, ce qui se passait et là, malheureusement, encore une fois, mon but, c'est pas du tout de mettre en avant, le fait que le personnel soignant ait eu des défauts à ce moment-là, mais plus d'expliquer un peu ce que moi j'ai vécu. C'est que la sage-femme revenait toutes les heures et toutes les heures, elle me disait: «Madame, je sais que vous êtes seule, si vous acceptez la péridurale, vous passez en salle d'accouchement et là, monsieur pourra vous rejoindre». Et j'ai trouvé ça horrible, en fait, avec du recul parce que, ça voulait dire, en fait: «Prenez la péridurale» et c'était à l'encontre de mon projet de naissance et en même temps, face à une femme qui de petit à petit, souffre de plus en plus et a de plus en plus besoin de son conjoint, c'est lui dire, en fait: «Tu acceptes la péridurale, tu rentres dans ce que nous on veut et là, peut-être monsieur pourra venir». Mais alors, Voilà. attends, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il peut être là avec la péri et il peut pas être avec toi en chambre de travail. Je comprends pas. Et bah, très bonne question. Moi non plus, je n'ai jamais compris. En fait, les papas avaient le droit d'arriver en salle d'accouchement, mais pas dans la zone de salle de travail. Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu étais en péridurale, tu passais en salle d'accouchement. Exactement, Ah, c'est ok, ça, ok. D'accord, c'est ça. d'accord. C'est ça et en fait, petit à petit, l'usure psychologique, la douleur augmentant, j'avais vraiment envie de voir mon conjoint, j'avais besoin de lui et donc j'ai fini par accepter la péridurale en sachant que j'avais quand même en tête de me dire: «Un bébé de 4 kilogrammes, si j'arrête d'être mobile» parce que c'était pas une péridurale ambulatoire, pardon. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. «Si j'arrête d'être mobile, que je m'allonge, il va plus descendre». Enfin, en fait, les contractions, je les sentais déjà pas très efficaces et je sentais que c'était plutôt la mobilité qui m'aidait et à ce moment-là, je me dis: «Bon, ça peut être encore très long», mais encore une fois, je pense pas à la césarienne. Ouais, Je ouais, me dis juste, je pense très, très pas égoïstement, mais à ce moment-là, je me dis: «En fait, je pense au fait que j'ai plus envie d'être seule» ouais. et je me dis: «OK, faites rentrer le papa, je prends la péridurale» et à ce moment-là, je suis à 4 ou 5 et ça ne bougera plus du tout parce que, bah, je vais m'allonger. En effet, hein, le bébé, j'apprendrai après, il faisait 4,3 kg, 56 centimètres, voilà, un grand bonhomme. Bah, en fait, il est plus jamais descendu dans le bassin et ça on a repris encore, donc là, on arrive, vers aux alentours de 8-9 heures du matin, jusqu'au soir où ouais, où j'attends, mais là, le papa est là, donc je me sens mieux, en fait et sur le coup, je pense vraiment pas à la césarienne. Je me dis: «Bon, il y a un moment où ça va venir et Des tranquille». contractions quand même, enfin, tu sens que même si tu as la péri, tu sens quand même que le travail continue ou juste tu es dans l'attente, quoi.
J'ai des contractions, mais elles sont plus douloureuses, en fait, par rapport à ce que j'avais avant. Donc moi, je me mets dans un mode plutôt tranquille. J'ai vraiment l'esprit à ce moment-là, je me dis: «Ah, c'est chouette, le papa est là, je me sens mieux, pour l'instant, le cœur est bien, la tension est bien, tout va bien». Et ce qui commence à me perturber, c'est que le personnel médical, en fait, donc il y a rotation de sage-femme au matin. Donc la sage-femme que j'avais l'habitude quand même de voir un petit peu, c'est des nouvelles personnes qui arrivent et là, j'ai une équipe médicale qui est super froide, qui ne parle pas. C'est-à-dire, c'est je toque à la porte, je vérifie le col, limite sans te demander et je repars. Et petit à petit, on voit les visages qui se tendent, mais déjà alors mon conjoint commence à avoir les nerfs qui montent un peu parce que, enfin c'est vraiment, enfin je schématise, hein, mais c'est: «Ah bah, on a ramené un ou 2 étudiants pour qu'ils puissent constater aussi qu'ils s'entraînent», c'est, la personne qui vient poser la poche du enfin pour Possible. le voilà la poche, Ouais. qui pareil est assez débutante, qui repique plusieurs fois. C'est, l'anesthésiste qui s'est raté, donc il faut reposer la péridurale une deuxième fois et là, en fait, le parcours de soins devient de plus en plus chaotique. Mais vraiment, c'est, ça s'intensifie. Je vois mon conjoint qui commence un peu à se tendre et je vois les visages aussi qui se tendent de plus en plus, jusqu'au moment où on me dit: «Bon madame, là, le cœur, ça va pas, ça décélère un petit peu, on va partir en césarienne». Et alors là, je dis: «Ben, non, enfin, comment ça? Une césarienne? Mais pourquoi d'un coup comme ça?» Et on me dit: «Oui, oui, bon, on y va, là, le bloc est libre, l'anesthésiste est là, donc on y va». OK. Et là tout se enfin, en fait, en tant que maman, je pense qu'on pense au bébé en priorité. Donc vu qu'on nous dit: «Le cœur, ça va pas, on y va». Je pense même pas là, mon projet de naissance, je l'ai oublié. Je me dis: «Bon, allez, allons-y, ça dure déjà depuis un certain temps» et cetera. Ils font sortir le papa. J'arrive au bloc, on m'a dit qu'il était parti s'habiller, qu'il arriverait et cetera. Le chirurgien me dit quand même: «Vous êtes sûr que vous voulez que votre mari vienne?» Je lui dis: «Bah oui, en fait, c'est pas une option». Il vient avec moi et à ce moment-là, en fait, tout se passe très vite. Je suis déjà sur la table d'opération et cetera quand lui, il arrive, donc j'ai pas ce moment où il rentre avec moi dans le bloc où, je sais pas, des trucs tout bêtes, hein, où il peut me tenir la main, où on peut discuter et cetera. Il me rejoint alors que limite c'est déjà en cours. Et là, bah, l'humanité, c'est d'autant plus compliqué parce que plus personne ne parle, enfin quasiment pas. On se retrouve, en position de Jésus sur la croix, les Mmh. bras étendus, Attaché. voilà. Ouais. Alors pas attachés chez moi, mais on Tu non, avais pas un bras qui était attaché? ils m'ont juste mis les bras et ils m'ont dit: «Si on voit que vous bougez, on vous attachera», mais on m'a Ah d'accord. pas Ah ça c'est pas mal. On va leur voilà. reconnaître ça quand même. Ça, ouais, ça c'est jusqu'ici, là, je me dis: «Bon, alors on est au bloc, c'est pas une ambiance, festive, mais ça peut aller» et ensuite, en fait, tous les symptômes de l'anesthésie arrivent, donc vomissements, donc tremblements et cetera, Ouais. avec le masque. Merci Bah, ah oui, bah oui, bonus bien sûr. masque Ah oui, bah oui. pour le désolé pour les auditrices ou les auditeurs, c'est pas très glamour, Non, mais mais c'est important parce que non, mais tu sais, c'est important parce qu'en fait, mine de rien, c'était il y a pas longtemps, mais c'est un ouais, peu tu sais, la résilience fait qu'on est en train de se projeter dans la vie, en fait et donc ouais, on oublie. Mais c'est terrible, en fait, ce que ouais, vous avez vécu, il y a Alice qui avait témoigné de ça. Elle était à l'étranger, elle avait accouché seule en pas un peu des conditions différentes, mais aussi Covid et seule et à l'étranger et en fait, c'est important de leur dire: «Tu avais le masque, ouais, donc toutes tes contractions, tu as fait tout ton travail oui, avec le masque en oui, sachant que tu as besoin de pouvoir respirer, donc hyper enfin, contraignant. Tu n'étais ouais, pas seule, donc tu peux même pas te dire, allez, je prends 2 bouffées d'air, parce que tu es toutes non, deux dans la chambre, donc tu fais c'est gaffe. ça. Pour pas que tu chopes le Covid en plus. Mmh, Donc c'est quand même hyper contraignant. Et là, en plus, tu vomis, tu as des tremblements avec le masque. Et en plus, on sait que quand on commence à vouloir respirer fort, le masque il a tendance à se coller à ouais, la bouche. ouais, Donc non, non, il faut en parler. C'est au contraire, parce que mmh, ça permet quand même de se rappeler ce que tu as vécu et quelque ouais, part, ça rend hommage aussi à ton courage. Et au contraire, il faut en parler et tu es loin d'être la seule. Donc au ouais, contraire, vraiment, te prive pas de donner ces détails si tu sens que c'est nécessaire pour qu'on se projette avec toi, quoi. complètement. Et donc l'opération commence et le chirurgien incise. Alors le chirurgien par contre, quand il arrive, il essaye d'expliquer un petit peu, il essaye de faire des petites blagues. Bon, à ce moment-là, je suis pas sûre que ça marche, mais au moins il essaye
et en fait, il incise une première fois et le bébé ne passe pas parce qu'il est vraiment costaud. Donc il va réinciser un peu sur la cicatrice, ce qui fait que même encore aujourd'hui, psychologiquement, j'ai l'impression que ce côté-là, où ça a réincisé, enfin, il a juste prolongé en fait l'incision, mais c'est un niveau de la cicatrice qui reste pour moi, plus sensible. Ah Est-ce que d'accord, c'est psychologique? Est-ce que c'est physique? Je ne sais pas. d'accord. Mais voilà, et en fait, l'anesthésie à ce moment-là marche, dans le sens où j'ai pas de douleur, mais je ressens tout. Comme beaucoup de femmes, alors il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent pas, c'est-à-dire que je le sens vraiment tirer le bébé, essayer tant bien que mal de le sortir et cetera, et c'est hyper comme sensation, c'est hyper, c'est pas douloureux, mais c'est bizarre en fait, parce Ouais, bah, c'est tes que entrailles, hein. C'est farfouiller tes entrailles, hein. c'est ça, C'est sûr que c'est c'est pas ouais. très bon. Non, non, c'est pas voilà, et là, il me dit: «C'est bon, c'est fait, votre enfant il est», et je ne savais pas, ah oui, j'ai pas raconté ça, mais je ne savais pas le sexe de mon bébé à Ah! ce moment-là. C'était une D'accord. surprise, on voulait pas le savoir, et moi tellement, dans mon opération, je n'ai même pas pensé à demander à ce moment-là quand il me dit ça. Et j'entends la sage-femme qui dit à mon conjoint qui est derrière, qui peut même pas me tenir la main, qui doit respecter une limite de sécurité, donc il est là, mais pour moi, il est pas là, en fait, à ce moment-là. Ouais, Je puis le même pour sens lui, pas près de moi. ouais, et puis pour lui, ça devait être dur aussi, parce que j'imagine qu'il est là, il a envie de t'accompagner, il peut Ouais, pas. Ouais, c'est dur ce que vous avez vécu tous les deux, hein. ouais. Ouais, ouais, il est là, mais bon, il est à moitié pas là, et la sage-femme dit: «Alors monsieur, on va l'appeler comment?» Et donc je pense qu'à ce moment-là, il doit, j'imagine, c'est vrai qu'on n'a pas reparlé de cette partie-là, mais il doit regarder et dire, Bah, c'est un bah, garçon. c'est un elle m'a dit: «Bah», donc là je me dis: «Ah bah, c'est un garçon», et j'ai souvenir de la sage-femme qui me dit, et c'est là où commence plutôt le traumatisme, où elle me dit: «Allez, faites un bisou à votre enfant, faut que j'aille vite le réchauffer», donc moi j'ai vomi dans mon masque et j'ai toujours mon masque, et elle me dit: «Faites un bisou», et je suis là en mode: Attends, l'enfant est là, donc c'est un fils, c'est un garçon, je dois lui faire un bi», et je lui dis: «Bah non, je peux pas», enfin personne m'a changé mon masque alors que j'avais demandé, parce que, Covid encore, et donc et ben, mon conjoint me dit: «Qu'est-ce que je fais?» Je dis: «Bah, pars avec l'enfant et puis moi je vais me débrouiller, vas-y», et à partir de là, tout le parcours de soins devient chaotique. Mais quand je te dis chaotique, c'est, vraiment là j'en rigole, mais j'en ai pleuré pendant une bonne année, et encore aujourd'hui voilà, ça peut encore remonter. Le chirurgien referme. Bon, au passage, je fais une petite blague en disant: «J'ai vérifié vos ovaires, hein, j'en ai profité, c'est pas mal». «OK, merci». Ah. Et Merci en fait, pour dans le fond, c'est bien, mais c'est juste que c'est hyper mal amené, quoi. c'est hyper mal amené, et puis surtout moi à ce moment-là, je comprends pas ce qui se passe, on me change pas mon masque, finalement il y a quand même un interne qui aura je pense la pitié à ce moment-là de dire: «Je vais lui changer son masque», et il y a quand même du monde en fait au bloc à ce moment-là, parce que de mémoire, il y avait un interne, il y avait le chirurgien, il y avait 1 ou 2 sages-femmes, le gynécologue je crois, enfin il y a quand même du monde, Mmh. et donc l'opération s'est bien passée. Tout est, donc on referme et cetera. Et là, le brancardier arrive parce qu'il faut être transféré du brancard à celui qui va nous aider à aller en salle de réveil. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai pas d'infos sur la salle de réveil. On me dit juste: «Vous allez aller en salle de réveil». On me parle pas de durée, on me parle pas de tout ça. Je rappelle juste à mon conjoint avant qu'il parte: «S'il te plaît, dis-leur bien que je veux allaiter. Donc si possible, pas de biberon, et s'ils peuvent me l'amener, j'aimerais bien, qu'ils me l'amènent pour la 1re tétée». Et donc le brancardier arrive. Alors faut Et savoir là, rencontrer ton fils accessoirement, parce que du coup, accessoirement, tu l'as même accessoirement. pas presque Non, pas vu finalement. non, non, à ce moment-là, j'ai aucune idée de sa tête. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Ah oui, c'est Je l'ai ça. entendu pleurer, donc j'ai entendu sa voix et je me suis dit: «Ah, ça y est, ce cri-là, vu la puissance, je pense on va bien s'amuser quand il va crier comme ça la nuit». Je me souviens d'avoir eu cette pensée-là et d'avoir un petit peu ri là-dessus. Mais non, non, je l'ai pas rencontré à ce moment-là, et ce petit brancardier arrive, un petit monsieur, et il me regarde, on se regarde. Donc pour les auditrices qui ne me voient pas, je fais 1,70 m, mais surtout je suis très ronde et très lourde et beaucoup plus lourde que ce monsieur, et il est tout seul, et en fait, il me dit: «Je suis tout seul». Normalement, c'est au moins 2 brancardiers pour faire des transferts, et il me dit: «Là, je suis tout seul, Covid oblige», et en fait, je comprends très vite que personne ne va aider. Personne ne va aider au transfert, et donc moi, j'ai cette cicatrice qui est neuve, et je l'ai même pas touchée, je l'ai même pas vue parce qu'on m'a recouvert, enfin, on m'a remis la blouse, mais j'imagine très bien à ce moment-là que je vais pas pouvoir me déplacer, mais n'ayant pas été, si tu veux, «formée» entre guillemets ou informée sur la césarienne,
je ne Ouais, sais même pas à ce moment-là que je vais pas pouvoir, ne serait-ce que bouger ah un oui, petit peu, quoi. parce que j'ai envie de te dire, même n'importe qui se fait opérer, il va pas se mettre tout seul assis pour aller sur le brancard de la table d'opération au brancard, hein. Il y a Ç toujours quelqu'un qui est ça ça c'est en soi, ça me paraît être une évidence, mais à ce moment-là, je sais très bien qu'il va pas pouvoir me porter, en fait. Mais attends, attends, pour qu'on comprenne bien, tu es sur la table d'opération, il y a encore du monde dans le bloc quand le Ouais, brancard arrive, ouais. et ils vont pas aider à te mettre sur le brancard. Eh ben, non, on va réussir lui et moi à le faire, c'est-à-dire que moi je vais pas m'asseoir, hein, bien sûr que non, mais je vais essayer de rouler un peu sur le côté. Lui avec le drap va céder, enfin le Ah drap oui, qui est en dessous va essayer de ouais. céder, etc. Mhm. Mais en fait, je vais devoir quand même un peu rouler. Et juste à ce moment-là, de me dire en fait personne autour n'aide. Et je me souviens avoir dit bah vous pouvez appeler mon conjoint parce que lui pas de problème, voilà, en 2 secondes c'est fait. Mais il était avec le bébé, donc pas possible. Et en fait, personne limite me répond. Tout le monde, après, tout le monde est très occupé, c'est-à-dire que chacun a sa tâche, etc. Et je pense que c'est très processisé. Mais même le brancardier, je me suis dit à ce moment-là, ben, pas forcément d'aide, quoi. D'accord. Donc, s'ensuit un long trajet du brancard jusqu'à, parce que la salle de réveil était super, super loin du bloc. On change de bâtiment, en fait, carrément. Alors, il y a Ah, une passerelle, etc., mais on change t'as de accouché à bâtiment. Paris, J'ai accouché à Paris dans un très grand hôpital parisien, ouais. c'est pas un hôpital qui partage sa salle de réveil avec un hôpital mitoyen par hasard? Alors non, c'est le même hôpital, mais par contre, on la partage avec d'autres, avec tout type d'opération. C'est pas une Ah oui, salle d'accord. de réveil seulement maternité. Et du coup, j'arrive en salle de réveil, il y a une seule infirmière pour les patients. Alors on n'est pas nombreux, on est 3 à ce moment-là. Je le vois assez vite, puis je suis plutôt bien réveillée, et cetera. Mais on discute un petit peu. Elle, pareil, est toute petite, donc à un moment, elle veut m'aider à changer un peu mes vêtements, enfin changer le drap qui est en dessous, et cetera. Et en fait, ça pourra pas se faire toute seule. Mais on discute un petit peu, je lui explique que je suis allée jusqu'à 4-5 centimètres. Je suis assez fière de moi quand même à ce moment-là, de me dire: «Bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu, hein, Bien sûr. malgré la césarienne, voilà». Et en fait, je sens la douleur qui remonte, mais en flèche, de flèche, de flèche. C'est-à-dire que, d'un état hyper calme, je sens vraiment, comme si en fait on me réouvrait le ventre, en 2. Et du coup, je lui dis: «Non, mais là, ça va pas du tout, ça va pas du tout». Et en fait, on voit mes constantes qui montent et qui sont pas bonnes. Et elle me dit: «Mais je comprends pas la douleur, vous me dites que vous êtes allé jusqu'à 4-5 sans problème. Pourquoi vous avez mal comme ça d'un coup?» Et au point d'hurler, alors que jamais j'ai hurlé dans ma Mais c'est très rapidement en fait. Tu viens d'arriver en salle de je réveil. je viens d'arriver, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'anesthésiste à ce moment-là, qui je pense était très fatigué, avait dû, enchaîner garde sur garde sur garde. On sait qu'avec le covid, l'anesthésie, voilà. Et ben, il a pas remis assez de produits anesthésiants, voire il en a peut-être pas remis du tout après le bloc. Il y a eu un loupé dans le process. Il y a eu un couac. En tout cas, il y avait plus du tout assez d'anesthésiants ou un anesthésiant pas du tout assez, fort. Et donc elle a dû, en fait, si tu veux, ça s'est passé super vite où là, elle réalise qu'en fait, le produit est sûrement pas le bon. Et donc elle m'a injecté une dose beaucoup plus puissante d'un coup pour que je me calme et que ça aille. Mais si tu veux, je me suis vue, partir à ce moment-là, hein, de me dire: «Mais quelle est cette douleur qui arrive comme ça d'un coup?» Et en fait, pourquoi je te raconte ça? Parce que c'est hyper important après sur ma perception de la douleur qui, je pense, à ce moment-là, a été, en fait, ça a tout bouleversé, je pense même à l'intérieur de mon cerveau, en fait, de ressentir cette douleur hyper forte, d'un coup comme ça, même si elle a super bien réagi. et Ouais, et et heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce qu'en vrai, je sais pas ouais, si, bien sûr. en Ouais, bien fait, sûr. le cœur aurait pu forcément lâcher. Après, quand on en a débriefé avec l'hôpital, eux sont hyper, enfin, ils ont vachement, arrondi les angles en disant: «Oui, il y a peut-être une petite erreur, mais bon». Voilà. Et moi, j'ai jamais voulu creuser parce qu'on en parlera plus tard, mais la cicatrice psychologique, elle était, je pense, trop forte pour que moi je puisse, ne Ouais. serait-ce que retourner à l'hôpital, en reparler, voilà. Mais si ça arrive à d'autres femmes, je préfère en parler. Il y a ce sujet d'anesthésie post-césarienne où, si même il y a des médecins parmi nous qui veulent expliquer ça aux autres, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, je me retrouve dans cette salle de réveil. Et en fait, je lui en parle après, je lui dis: «Mais, quand est-ce que je vais voir mon bébé, en fait? Quand est-ce que je vais voir mon mari? Quand est-ce que, Et en fait, elle me dit: «Bah, là, la salle de réveil, elle est super loin. Ils doivent être en train de s'occuper du bébé. Je vais appeler Ah oui. et j'essaye de les faire venir et cetera, mais je sais pas trop».
En attendant, reposez-vous et en fait, avec cette complication d'anesthésie, elle a préféré aussi me garder sous surveillance. Normalement, je sais Ah pas ouais, si bah, je sais pas quelle est la moyenne. J'ai des amis qui m'ont dit, qu'elles, ça avait duré peut-être 1 heure. Moi, je suis restée quasiment 3 heures, 3 heures et demie ouais, et en fait, je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là parce qu'il y a pas d'horloge, j'ai pas de portable, j'ai pas de montre. Donc le temps me paraît très long, mais j'ai pas de notion du temps, j'ai pas de fenêtre, donc je peux pas voir ouais, que bien s'il fait sûr. jour, s'il fait nuit, je sais même pas, quelle date on est et du coup, j'attends, j'attends, j'attends et elle me dit: «Bon, bah, c'est bon, là, je pense que vous êtes bien stabilisés. On va retourner vous allez aller dans votre chambre, et on va vous amener votre bébé» et je tilte pas, hein, qui est le «on» à ce moment-là, parce que pour moi, c'est mon conjoint, en fait. Enfin, pour moi, c'est, Ouais, bah oui, je sais. ouais, Ouais, pour moi, c'est, pardon. bah ouais. C'est ce qui rend ces parcours, tellement difficiles. Voilà, pour moi, c'est lui à ce moment-là, en fait, qui va m'amener mon fils que je connais pas encore, très, très bien et et du coup, voilà, on m'amène en chambre. Alors déjà, allez, pour rire une petite minute, j'arrive dans une chambre double. Alors je me dis: «Ah non, alors là, non, là je là je n'accepte pas la chambre double», même s'il y avait personne dans cette chambre double et on me dit: «Non, mais c'est pas grave madame, on vous met là, ne vous inquiétez pas, il y aura personne». Donc je dis: «OK, très bien». Petite chambre quasiment sans lumière, j'avais un petit hublot, pas de sanitaire. Imaginez après une césarienne, pas de sanitaire, pas de douche, juste un tout petit évier Quoi? pour nettoyer bébé. Ouais, ouais, quand on en reparle avec mon conjoint maintenant, on se dit que vraiment, en fait, c'est une aile de l'hôpital qui entre-temps, je pense a dû être rénovée. Il y a une partie qui est super neuve dans cet hôpital et il y a une partie qui est pas neuve du tout et du coup, voilà, une chambre sans sanitaire, sans rien. Mais bon, sur le moment, je m'en rends pas compte du tout, hein. C'est après que ce sera compliqué, Ouais, mais oui, parce qu'en fait, ça te rajoute de la peine, ça te rajoute de la déception. Et ça, c'est que les gens pensent pas que c'est anecdotique, c'est énorme. c'est C'est des ça, choses qui vont faire partie de ton confort psychologique et le fait de ne pas l'avoir, tu vois, mais moi, ça m'émeut beaucoup pour toi parce que je sais combien c'est important, parce que là, il va falloir que tu prennes ta première douche, il va falloir que tu te vois, il va falloir que tu c'est prennes ça. soin de toi et de pas avoir le miroir, la douche, le fait de te dire, rien que même une douche qui est pas comme on dit, mince, j'ai pas le mot, vétuste, tu vois, qui Ouais, est propre, enfin, on sait, on est les premiers quand on doit visiter un appart ou une maison, les pièces d'eau, on s'attend à ce qu'elles soient neuves et qu'elles soient clean, parce que c'est, voilà, c'est ça. quand on sort du bloc, et ben, on a besoin d'avoir accès à des points d'eau qui sont clean et d'en avoir. Et je comprends même pas qu'une chambre double, il y ait même pas de douche et de toilette. Enfin, ça me paraît Non, complètement fou. En non, plus, non, tu peux pas te puis déplacer, tu vas faire comment si tu dois aller dans une autre pièce? et ben, c'est ça et en fait, à ce moment-là, moi qui étais toujours sur mon projet d'accouchement naturel, je me dis même pas que je vais pas pouvoir forcément marcher tout de suite. Bah oui, bien En sûr. fait, moi, je m'imaginais limite sortir alors bien sûr, maintenant avec plus de préparation et cetera, je me dis que voilà, j'aurais peut-être dû aussi, creuser un peu ce truc-là, mais je m'imaginais, bah, en fait, aller récupérer mon bébé dans son berceau et voilà Bah oui. et du coup, j'arrive dans cette chambre et en plus, le lit est cassé. Alors, avec une césarienne, c'est-à-dire que j'ai une seule barrière sur 2 et je peux pas l'incliner comme je veux. Oh Donc là là. en fait, ça va donner lieu à des scénarios où carrément pour me hisser, je vais attacher le MacGyver, je vais attacher la ceinture de mon peignoir au bout pour me faire un levier sans me faire mal, en fait, parce qu'on m'a même pas encore expliqué à ce moment-là que mes abdos étaient touchés, en fait Bah et oui, bien moi n'ayant vraiment aucune connaissance médicale, enfin aucune, même aucun ressenti au niveau de mon corps à ce moment-là, je suis pas au courant et voilà et donc en fait on m'amène pas mon bébé déjà. J'attends dans la salle, j'ai pas mon téléphone et ma valise arrive avec mon sac. Une sage-femme me montre ma valise avec mon sac et en fait j'appelle tout de suite, je prends mon téléphone parce que déjà entre temps, ça veut dire que même mes parents, je me mets à leur place, ils ont pas eu de nouvelles depuis, oui. X heures. J'avais juste dit à mon conjoint d'envoyer un message, mais ils attendent de parler à leur fille, je pense que voilà, Bah oui, comme tout bien parent et donc cette valise arrive et cetera et encore à ce moment-là, je me dis même pas: «Mais pourquoi c'est pas mon conjoint qui monte la valise?» enfin, non, je sais même pas. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, je sais qu'on est la nuit quand même parce il est 23 heures quelque chose comme ça, mais je tilte pas en fait et j'appelle mon conjoint et il me dit: «Ça va, tu es avec Madiba?» et je lui dis: «Quoi?» enfin, «Comment ça? Comment ça je suis avec le petit?» je lui dis: «Mais c'est toi qui es avec le petit, c'est vous qui arrivez»
et en fait, je sens l'énervement, mais je sais qu'il va pas, à Oui, ce moment-là, il pense à moi, donc il prend ouais, sur lui ouais. et il me dit: «Bah, en fait, on n'est pas dans les horaires de visite. C'est 14h-17h, donc c'est eux qui vont t'amener le bébé et moi, je pourrais venir te voir que demain». Oh là là. Mmh. Voilà, et donc c'est là où je pense que l'isolement commence. On m'amène le petit. Alors déjà, à ce moment-là, je pense que comme toutes les mamans, lionnes un peu qui se réveillent, on se dit: «Mais alors où est-ce qu'il est mon fils? Parce qu'il est pas avec toi, il est pas avec moi. Moi l'infirmière, je la connais pas, la sage-femme, je la connais pas et je sais pas où il est». Et donc bon, je peux pas me j'essaye de rester calme en me disant: «Bon quand même, allez Clémentine, détends-toi, fais confiance au personnel médical, ton enfant arrive». Et donc il m'amène mon fils dans son berceau, elle me le met à côté du lit et elle me dit: «Bon, essayez de vous re» là il dort un petit peu donc «Essayez de vous reposer, et puis on se revoit dans 1 heure ou 2 heures». Et très bien, elle sort de la pièce. Alors j'ai Ah, de la chance à ce moment-là, il est calme. oui, mais surtout que tu peux le voir au moins? Tu arrives à le Je voir? peux le voir, oui, il est à côté de moi, donc je le vois, Non, il est mais dans son berceau. je te dis ça parce que encore une fois, ce n'est pas anecdotique. Les berceaux souvent sont très hauts et Ouais, il suffit que toi ton lit soit trop bas et du coup, non, comme tu as la césarienne, tu peux pas te hisser et donc tu ouais. pourrais même pas le voir. Là, tu peux Non, le voir. non, j'ai de la chance de le voir parce que mon lit, il est cassé, mais en position semi-assise. Non, D'accord. en vrai, mon lit, c'est juste le bouton qui était cassé. Les sages-femmes, je pourrais très bien leur demander d'incliner ou pas. Là, à ce moment-là, quand il arrive, je suis en position semi-assise, Tu donc le découvres, tu peux je le peux le voir. voir. Je le découvre. Alors déjà, il est sous 20 000 couches de vêtements, donc c'est étrange parce que, enfin, pour le pot à pot et cetera que j'avais imaginé, en fait, je me dis pas à ce moment-là: «Je vais déshabiller mon fils», Bah oui. parce que le premier problème qui va se poser déjà, c'est que je vais vouloir le prendre et qui fait plus de 4 kilogrammes et que, en fait, il faut que je fasse des manips pour aller l'attraper et cetera et qu'en fait, j'essaye une première fois et je me dis: «Bon, il dort, il est tranquille». Elle me glisse au passage qu'un biberon a été donné Bah oui. Mmh. et je comprends pas encore, quel va être l'impact sur le début de l'allaitement. Enfin, je me dis: «Bon, OK, bon, bah, ils ont pas eu le choix». Voilà, de c'est en fait, tout le raisonnement a été là. Bon, ils ont pas eu le choix, c'est pas de ma faute, c'est la situation qui est comme ça. Oui. Mais bon, voilà, il arrive tout habillé, donc pas de peau à peau Mmh. et moi, à ce moment-là, elle me dit même pas je pense parce qu'elle y pense pas, parce que pour elle, c'est logique que je j'ai pas le droit de me lever et qu'il faut que je l'attende pour me lever. Ah la vache! Voilà, donc il y aura une autre petite catastrophe derrière parce que, bah, en fait, lui moi, j'aurais dû me forcer à dormir à ce moment-là, mais on m'explique pas non plus que, bah, même si c'est vrai que c'est logique, mais on me dit pas non plus à quel point le sommeil est important quand on vient d'avoir une césarienne. Donc moi, je l'admire, tu vois? C'est mon bébé, il vient d'arriver, donc tu as envie de le regarder et cetera et donc je le regarde et cetera et à un moment, je me dis: «Ah mais tiens, attends, la valise qui n'est pas à côté de moi». Je vais aller rechercher des petites choses dedans parce que, même moi j'avais envie, tu vois, de me laver un peu enfin de me nettoyer le visage et cetera et donc je vais me lever. Je vais me lever et bon voilà, j'épargne les détails mais on peut perdre beaucoup de sang en fait quand on se lève comme ça donc ça va être un peu catastrophique. Alors pas de conséquences physiques pour moi, mais juste de voir, voilà, de voir une perte de sang et cetera, comme ça et donc je sonne en urgence en disant voilà et elle me retrouve debout, sans savoir quoi faire et la sage-femme me dit: «Mais pourquoi vous êtes levée? Il fallait pas». Je lui dis: «Mais oui, mais ma valise elle est là-bas, moi je savais pas que je devais pas me lever» et donc très gentille, bon voilà, elle nettoie, elle m'assoit, elle me change, elle m'explique qu'en effet bon, bah, maintenant je suis levée donc c'est fait parce que normalement il fallait attendre un certain temps et puis, voilà, mais que, il faut que je reste allongée, quoi et elle me dit que, l'équipe, dès le matin, va venir faire les premiers soins, que, bah, si je veux aller, aux toilettes, il faut que j'appelle, que ci, que ça, enfin voilà, on rentre dans des détails plus intimes et mon bébé se réveille à ce moment juste après. Elle m'aide à le mettre au sein, mais je comprends très vite qu'elle est pas vraiment forcément et formée et très partante pour ça. Elle me dit: «Bah, en fait, il fait 4 kilogrammes et quelques, là, il va avoir faim» parce que le bébé pleurait, bah, du coup, mon fils pleurait beaucoup à ce moment-là. «Ça marche pas très bien, donnez-lui un biberon» et cetera, ce que je refuse et en fait, là où ça a été dur pour moi, c'est que, elle me dit: «En plus, si vous allaitez, vous avez pas d'antidouleur, puissant, en fait. Enfin, les antidouleurs puissants compatibles avec l'allaitement, nous, on n'en donne pas. Donc en fait, c'est, ibuprofène ou paracétamol, je sais plus et c'est tout»
et sauf qu'en fait, quand moi je le mets au sein, c'est très, très douloureux, en fait. Les contractions que ça provoque, Et ouais, ouais, les tranchées, bah, ton utérus voilà. remet en place. Ouais, ça fait très, très mal. Mmh. C'est très compliqué mais bon, je m'accroche, je me dis: «Bon, j'ai pas eu l'accouchement naturel, mais l'allaitement, je vais y arriver» et donc pour te donner, une idée, bah, c'était, une mise au sein, toutes les 30 minutes quasiment, hein. Ouais, ouais. Mmh mh. Toutes les 30 minutes quasiment donc là, il y a plus de repos, il y a pas de sommeil, il y a pas de conjoint pour prendre le relais et donc en plus, il mangeait 30 minutes, il me laissait 30 minutes, mais il fallait que je le laisse, tu vois, le temps de bon, comme toutes les mamans, de faire l'euro, machin et cetera donc en fait, pas de Oui, repos et j'ai toujours pas dormi, en fait, depuis cette histoire. bah, oui. Parce que depuis mon déclenchement, j'ai pas dormi donc et un autre point intéressant, je n'ai pas mangé. Et ça, alors j'ai été alimentée par sonde, enfin voilà comme tout le monde, mais pendant la péridurale, mais j'ai pas mangé et moi j'adore manger et là ça commence ça commence à m'embêter. Enfin surtout pour allaiter, je pense qu'on a besoin de reprendre des forces et juste même psychologiquement en fait de me dire, Ouais, bien sûr. C'est prends un réconfortant. petit C'est ton voilà, oxytocine à toi, en fait, hein. C'est te créer un c'est moment ça, d'oxytocine pour toi, parce que tu as envie et oui, tu as envie de manger quelque chose, pour te réconforter aussi, quoi. Mais c'est complètement normal. c'est ça, c'est ça et du coup voilà, on réussit cette première nuit et on tient jusqu'à ces 14 heures et franchement encore aujourd'hui avec du recul, je me demande comment parce que voilà, j'ai réussi quand même à le changer, à ouvrir des valises, à voilà, alors que je savais que j'avais très, très mal. Hem, Cette absence de, sanitaire, douche et ben, ça a impliqué que soit je l'emmenais avec moi, donc il fallait que je fasse rouler mon petit berceau et avec la cicatrice, c'était très compliqué. Franchement, bah, comme toutes les femmes qui ont eu une césarienne, j'arrivais pas à me tenir bien droite. J'étais vraiment toute courbée, pour pas tendre, en fait, cette zone-là. Abdominaux, disparus. Un inconnu au bataillon et du coup, bah, en fait, mon conjoint arrive à 14 heures, mais c'est pas la rencontre qu'on voulait, en fait et c'est pas l'image qu'on se donne en tête de se dire: «Bah, en fait, on va rencontrer notre bébé tous les 2, il va y avoir du pot à pot, on va vivre ces premiers instants-là ensemble». Quand on se voit, c'est tout de suite, bah, alors, en plus, on a que 3 heures, donc c'est le pratico-pratique. «Attends, s'il te plaît, tu peux me donner la valise? Mets les trucs à côté de moi, organise ça pour que je sois bien, fais ci, fais ça, est-ce que je peux dormir 30 minutes?» enfin et en fait, il y a du coup pas forcément de communication et de dialogue. Lui, il est sollicité de partout parce que c'est le relais avec l'extérieur. Donc bien sûr, hein, les je précise quand même, mais les visites, c'était que pour le conjoint ou Oui, la bien sûr. conjointe, voilà, mais Mmh. le coparent, pardon. Mais pas de parents, pas de grands-parents, peu importe, pas de si j'avais eu un autre enfant, impossible et ça, je Mmh. pense que ça aurait pu être encore un autre traumatisme. Bien sûr. Pour ma chance à ce moment-là, voilà et en fait, je vais rester, 5 jours, 5 jours là-bas sans que lui puisse participer même à tous les premiers moments. Donc comme il y avait pas d'évier, pas de baignoire dans la chambre, on allait faire les bains, avec plusieurs mamans qui étaient dans la même condition que moi. On avait des horaires, et on allait, dans la salle, des puéricultrices et donc il a pas pu faire les premiers bains non plus avec son fils. Ce qu'on a rattrapé par la suite, mais parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui lui donne le bain. Je pense que ça vient peut-être de là. Mais avec du recul, c'est vrai que voilà, moi je présente mon ressenti à moi, mais j'imagine que le sien, a dû être aussi très, 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 très difficile de pas pouvoir rencontrer correctement son fils et pouvoir m'aider moi, correctement aussi. Et puis voilà, l'impact que ça a eu du coup sur le lien avec mon fils au début, c'est que, j'ai pas, de par cet isolement-là, je pense que ça s'est pas fait tout de suite, en fait. Ça va se faire beaucoup plus progressivement dans le temps, même encore aujourd'hui, hein, je pense que enfin, de toute façon, comme toutes les mamans, hein, le lien, il se crée progressivement, mais il y a pas eu cette montée d'amour, qu'on nous décrit quand on nous dit: «Vous allez avoir un enfant, vous allez voir, c'est le meilleur jour de votre vie». Non, aujourd'hui, c'est pas la naissance, en tout cas, c'est pas le meilleur jour de ma vie. Sa venue au monde, oui, la plus belle chance de ma vie sûrement, mais le ce jour-là et ce séjour à la maternité, à date, non, je peux pas dire que ça a été le plus beau jour de ma vie, donc je pense qu'il y a eu un peu de culpabilité aussi de pas ressentir ça,
de colère, en fait, d'avoir été privée de ces moments-là Mmh. et par la suite, en fait, le retour à la maison. Alors j'ai la chance d'avoir un conjoint, multitâches, hyper investi et cetera, donc heu, il a fait, en fait, de son mieux pour qu'on soit bien accueillis, que le retour à la maison se passe bien. Mais au-delà de ça, la suite des épisodes, c'est que, bah, qui dit Covid dit, privé de famille aussi parce que, on m'avait tellement en plus, on m'a tellement fait peur à l'hôpital de me dire: «Attention, vous avez eu une césarienne». Le Covid, c'est principalement de la toux. Des choses qui on sait que quand on tousse beaucoup, bah, en fait, au niveau de la cicatrice, c'est un Ouais, truc qu'on appréhende, hein. C'est un ouais, truc qu'on ça fait très appréhende mal, toutes. bien sûr. De se dire en fait, là, je n'imagine même pas tousser en fait avec cette cette cicatrice à ce moment-là et donc on me dit: «Le Covid, attention, si vous attrapez ça, vous allez souffrir» et donc on se met en mode isolement maximal, c'est pas que nos proches ne voulaient pas venir, au contraire, mais nous, on avait Et tellement puis peur. et puis toi, tu viens d'avoir une expérience avec la douleur qui est telle que j'imagine que quand on dit: «Attention, si vous toussez, vous allez avoir mal», tu quelque part, tu as C'est une ça, réaction, presque animale de dire: «Ah non, mais surtout pas, quoi». Donc ouais, c'est clair. ouais, C'est ouais. exactement ça. Mon instinct me dit: «En fait, là, après ce que vous venez de traverser» et en fait, même au-delà de ça et je pense que c'est là, ça fait partie plutôt de la blessure psychologique, mais j'avais pas envie que les gens me voient comme ça. J'avais pas envie, de montrer cette image. Alors c'est pas de la vulnérabilité, mais c'était de se dire, à ce moment-là, pour moi, on donnait pas l'image, oh là là, les larmes reviennent, pardon. On donnait pas l'image, en fait, d'une naissance, heureuse. Ouais, mais tu es en souffrance, hein? Ouais. Ouais, Oui, ouais. oui, bah, oui, oui, oui. À ce moment-là, en fait, on a envie de refléter ça parce que bien sûr qu'on est heureux dans le fond, mais en même temps, c'est difficile, en fait, d'accueillir un enfant, déjà toute seule, moi, à l'hôpital, puis à 2. Là là, pardon, excusez-moi, je Tu veux reprends faire une mes pause? esprits Tu veux une faire une seconde. pause? Oui, donc je voulais quand même dire que c'est normal qu'on soit ému et que voilà, tu es quand même, une preuve de grand courage. Je redis, que voilà, d'avoir une cicatrice comme ça, de se lever, de te déplacer avec ton bébé pour aller jusqu'à la douche, d'ouvrir les valises et cetera, alors que ta cicatrice, elle est toute fraîche. Vraiment pour toutes celles qui l'ont vécu dans leur chair, c'est voilà, tu as fait preuve d'un immense courage et même de te mettre debout tout de suite en te disant pas: «Oh mon Dieu, je bouge pas» et cetera et de dire: «Tac, je me mets debout tout de suite». Mais franchement, mais tu es d'un courage énorme et c'est tout à fait normal d'être ému quand on repense à cette période parce qu'on est dans un moment de fragilité qui est peut-être le moment le plus de notre plus grande fragilité de toute notre vie Ouais, et c'est normal d'avoir de l'émotion. Mais voilà, je voulais en profiter pour te dire à quel point, tu peux vraiment être super fière de toi et tu fais preuve de beaucoup de courage. Donc merci. mais c'est vrai que c'est une période, ce retour à la maison là, ces premières semaines, peut-être même premiers mois, on est d'une vulnérabilité, psychique, physique, énorme et donc tu disais que voilà, donc la famille venait pas, mais qu'en plus, tu souhaitais pas montrer, aux amis, aux proches, la famille, ton état. C'est ça que tu étais en train d'expliquer? C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'était pas en tout cas, c'était peut-être plus pour les protéger eux aussi, tu vois? De pas créer encore plus d'inquiétude et et voilà, du coup, on a attendu quasiment, on a mis un mois. Je crois que quand mes parents l'ont vu, il devait avoir, mon fils devait avoir un mois, quelque chose comme ça et hem et donc même pour toute l'organisation à la maison, en fait, on est, dans notre malheur, on a eu encore plus un grand malheur, c'est que le congé paternité, il a changé juste après. Je crois qu'il a changé au mois de juin ou en avril ou enfin ju juste après en tout cas la naissance de mon fils et donc du coup mon conjoint, il a repris le boulot, bah, 10 jours après quoi. On a eu une semaine tranquille et encore il a pas cumulé je crois tous ses jours au même moment. Hem mais du coup, en fait, cette solitude, elle a été, totale parce que lui essayant d'être le plus présent possible avec le télétravail et cetera, bah, en fait, je pense qu'à ce moment-là, dans l'accueil, quand on dit qu'il faut tout un village, hein, pour, pour élever un enfant, heu, ouais, en fait, il fallait quand même faire, les repas, il fallait quand même s'occuper de la maison, il fallait quand même continuer toutes ces choses en parallèle et heu sans aide extérieure, encore une fois, je précise, hein, c'est vraiment nous qui refusions, hein. C'est je suis pas en train de dire que personne ne voulait venir nous voir, mais c'était à cause du covid et que, bah, voilà, là-dessus, on n'avait pas le choix et donc ce premier mois, ça a été assez sportif. En plus de ça, on a un bébé qui ne dormait pas du tout et qui encore aujourd'hui, dort très peu et très mal, mais du coup, c'était des relais permanents,
la nuit, en fait, moi je l'allaitais, l'histoire des 30 minutes, ça a duré, pendant quasiment 2 mois. Donc il fallait le mettre au sein toutes les 30 minutes et les 30 minutes prochaines, c'était pour mon conjoint qui le gardait sur lui, le faisait dormir sur lui, puis après on rééchangeait. Enfin, ça a été quasiment ça, ouais, pendant tout ce mois d'isolement. Mais attends, tu vas quand même nous dire que tu as réussi ton allaitement? Oui, j'ai réussi mon allaitement, au moins alors pas de la durée que j'aurais aimé, pas dans les conditions que j'aurais aimé, parce que finalement cette douleur, elle est jamais complètement partie. Alors c'est drôle parce que j'ai vu quand même une conseillère en lactation et cetera, donc il y avait pas de raison, physique en fait. Mon fils, mangeait bien et cetera. Il a pris assez de poids, ça là-dessus vous pouvez lui faire confiance. C'est un beau bébé en pleine forme, donc il y avait pas d'inquiétude là-dessus, mais moi je ressentais toujours de la douleur. Ah oui. Et en fait, on n'arrivait pas à dire si c'était physique ou psychique, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à associer l'allaitement avec ce que j'imaginais de se dire: «En fait, c'est sans douleur, c'est naturel» et cetera et donc j'ai tenu jusqu'à, 3 mois et demi, 4 mois et après je me suis dit que c'était tout et que si j'avais un autre bébé un jour, j'essaierais dans d'autres conditions, mais non, c'est quand même ma fierté d'avoir tenu jusque-là. Ah bah attends. Voilà et il faut quand même se féliciter quelque Ah part. attends, quand même! Ouais, ouais, Parce ouais. que quand tu as raconté au début que c'était compliqué, j'ai eu peur que tu dises que du coup, dans ta blessure Ouais, psychologique, le fait que tu n'avais pas, quand je dis réussir, c'est avec des guillemets, c'est parce que c'est comme ça que c'est vécu, que tu n'avais pas pu avoir l'allaitement que tu voulais. Donc ça... ouais, Mais bon, c'est vrai que si c'est associé à la douleur, c'est difficile pour toi de dire c'est mon lot de consolation, parce que si tu as ouais, mal, c'est sûr que c'est c'est compliqué. ça. Et est-ce que tu peux un peu du coup nous dire la suite, après, comment ça s'est construit toi, est-ce qu'après tu recolles tous tes morceaux? Est-ce que ton puzzle se reconstitue? Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ouais. Ouais, ouais, comment, petit à petit, voilà, oui. voilà. Petit à Qu'est-ce petit, que tu ça as s'est mis en venu. place? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure, tu te ressens toi-même à nouveau? Alors déjà, la fin du covid est arrivée au bon moment parce qu'on a pu aussi se relâcher un peu là-dessus, se dire que, voilà, on se permettait plus de visites, même si ça nous a laissé un côté assez sauvage, en fait. On a hérité de ça, mais comme on a pris l'habitude de tout faire à 2, en fait, c'est hyper compliqué aujourd'hui de faire garder notre enfant, hormis le fait qu'il aille à la crèche la journée, mais par exemple la nuit, on a réussi une seule fois jusqu'ici en 2 ans, donc j'ai eu une nuit de sommeil correcte dans ma vie jusqu'ici pendant 2 ans. Mais ouais, je pense que ça a laissé des traces à ce niveau-là, mais au-delà de ça, bah, petit à petit, en fait, la vie est redevenue normale, donc on a pu inclure la famille, les amis et cetera. Ça a mis du temps et moi, j'ai honnêtement, il m'a fallu une Ouais. bonne grosse année déjà pour en reparler et encore aujourd'hui, vous sentez que c'est pas complètement derrière moi. Mais ouais, je dirais qu'il faut, voilà, il faut vraiment se laisser de la patience et ça, c'est mon plus gros conseil aujourd'hui, de se dire que, en fait, il faut être bienveillant avec soi-même, il faut accepter que, bah, ce soit difficile et que, bah, on ne puisse pas, guérir, comme ça en un claquement de doigts et heu et je travaille encore dessus, ouais, on Hmm. peut dire ça. Ouais, mais merci pour ta confiance. Et peut-être, qu'est-ce que dans ce moment de Covid, parce que malheureusement, on reconnaîtra sûrement d'autres épisodes peut-être similaires. Ouais, Toi, idéalement, qu'est-ce que tu aurais voulu, sachant que bon, il y a eu une mauvaise communication sur présence ou pas présence du conjoint, donc ça aurait été mieux qu'il précise quand même. Mais en gros, dans l'idéal, qu'est-ce qui aurait pu éviter que ça se passe aussi mal, entre guillemets, pour toi? Peut-être plus de communication qui t'explique plus les étapes pour pas que tu découvres à ouais. chaque fois qu'en gros ton fils, parce que je me mets à ta place, découvrir qu'en fait ton enfant, ses 3 premières heures de vie, il les a passées avec un inconnu, bah, c'est hyper dur. En plus, tu Mmh. culpabilises et ils auraient peut-être pu te l'expliquer. Enfin voilà, en y repensant, est-ce que tu t'es dit, tiens, bah, s'il y avait eu ça et ça de différent, ça aurait été quand même plus simple. Euh, Ouais, Là, les bah, là recommandations que tu ferais aux pros de santé, en gros, pour mettre un protocole en place en disant, ok, c'est un bloc, hein, c'est une opération, mais c'est une opération dans le cadre d'une naissance où il y a besoin de créer du lien maman-bébé et coparent. Donc c'est une cellule ouais. familiale. Et ça, on peut pas traiter du coup la femme comme un post-opératoire normal. Enfin, c'est pas possible. Il faut absolument en faire plus. Qu'est-ce qu'est-ce que tu recommanderais? Qu'est-ce que tu aurais pu t'aider toi à ce moment-là? Je pense que la communication, comme tu dis, ça aurait été la clé, déjà parce que ça m'aurait permis de me préparer moi psychologiquement à me dire: «En fait, si ça se passe comme ça,
j'aurai ça derrière et ça se déroulera, de cette façon-là. Hem, Ensuite pour moi le plus gros point, c'est de ça aurait été de se dire qu'en fait, en effet, c'est pas un accouchement normal et que derrière, au moins pour la première nuit, il faut faire une exception sur le papa. Qu'il soit présent au moins la première nuit, au moins que ce soit lui qui puisse amener l'enfant et que les 3 aient un moment, tous les 3 ensemble. Soit en salle de réveil, c'est compliqué parce que c'est une salle partagée et que voilà, mais au moins le laisser monter en chambre quelques minutes. Sachant qu'en parallèle, il testait quand même, enfin c'était un papa vacciné, donc en plus dans le bon respect du parcours de soins à ce moment-là et à qui on avait pris la température et cetera. Donc tout était, au vert en fait, il y avait pas non plus, de risque à ce niveau-là. Et le laisser au moins la première nuit en fait, au moins la montée en chambre, qu'on puisse s'installer, avoir ce moment-là ensemble et après je pense que déjà ça aurait changé complètement la donne, à mon Ouais. avis. Ouais, quitte à dire, bah écoutez, là vous allez rencontrer votre enfant, être avec votre femme en chambre. Par contre, vous ressortez plus de l'hôpital jusqu'à sa sortie à elle, pour éviter justement Exactement, ouais, les contaminations. Et donc lui, il prévoit de se confiner en fait quelque part avec toi en chambre. Et comme ça, puisque lui, il a été checké avant, et ben on ouais, limite les cas de contagion. Ça peut être aussi une solution quelque part. Surtout que ouais. si tu étais dans une chambre double, il y avait un deuxième lit, j'ai envie de dire. Complètement et alors ça, c'était encore plus, illogique pour moi et qu'il ait le droit de venir de 14 à 17, mais pas de minuit à 3 heures alors que c'est là où j'en avais besoin. Ah ouais. C'était pas, en fait, il y a j'arrivais pas à trouver de sens dans tout ça Mm. et c'est surtout là où, aussi donner la possibilité au papa d'être là pendant un bain ou pendant un parce que au-delà de ça, moi, j'ai de la chance, encore une fois, je le redis, mais d'avoir un conjoint formidable là-dessus qui avait pas besoin d'apprendre tout ça, mais s'il avait eu besoin. Si, là, aujourd'hui, il a une très grande famille, donc il a il avait déjà fait ça avant dans sa vie, mais s'il savait pas donner le bain, s'il savait pas, nettoyer le cordon, faire tous ces soins-là, ça aurait été à moi de lui apprendre certes, mais il y a des papas aussi qui auraient pu se dire: «Bon, bah, moi, je me désimplique. Ça, je sais pas faire, on m'a pas appris». Non, mais complètement. Ça crée un Voilà, décalage total, c'est à ça. la fois le lien avec l'enfant, mais même en termes, pas de charge mentale, mais en termes d'implication dans la vie de l'enfant et dans sa responsabilité, en fait. C'est Et ça. non, mais tu as totalement raison, et c'est presque dangereux, hein, parce que Ouais, finalement, la charge qui repose sur la mère est encore plus importante. ouais. Déjà qu'on se met tout seul un peu la pression. Euh, et du coup, aujourd'hui, comment ça va? Comment vous avez créé votre lien tous les trois? Comment ça va? Bah, aujourd'hui, ça se passe bien. Je pense que, on a eu la chance très tôt d'en parler et de pas en faire un tabou, de pas en faire, un sujet de discussion, dont on parle pas et cetera. Donc ça, je pense que c'est une des choses qu'on a vraiment bien réussi et ce que je te disais, c'est que le lien, en fait, il s'est créé petit à petit et peut-être même qu'il est plus fort aujourd'hui entre nous 3 que si j'avais eu une naissance, idéale. Mais en tout cas, on a bien rattrapé tout ça. Mon fils, c'est un petit rayon de soleil donc voilà et puis non, non, là-dessus, je pense qu'on a bien bossé pour rattraper ces débuts un peu chaotiques. Après, j'avais une grossesse de rêve, donc du coup, peut-être, grossesse de rêve, naissance de merde, je ne sais pas. Non, non, il n'y a pas Gros assez de slogan. temps. Tu Non, peux avoir une grossesse de rêve et un accouchement qui se passe bien. Il n'y a pas ouais, non, non, y a mais pas de décalage. je plaisante, mais pour le coup, non, je pense qu'on a bien rattrapé ça et voilà, je pense que la suite du travail, ça va être pour moi de continuer à en parler et de continuer à voilà, me dire que, bah, c'était pas de ma faute, en fait. Bien sûr, Voilà, c'est arrivé, je pense que le covid a joué, tu vois? L'équipe médicale, dans un autre contexte, aurait eu plus de personnel, plus de patience, on n'aurait peut-être pas programmé ce déclenchement à ce moment-là. Tu vois? Il y a des sujets aussi, on le sait, hein, d'organisation, d'avoir un bloc opératoire bien sûr, disponible et cetera. bien sûr. Donc bah, c'était le timing, voilà, timing qui était Après, parfait. tu vois, dans le livre blanc qu'on veut écrire pour justement améliorer le parcours de soins, et je vous envoie le lien là très vite dès que je l'ai fini, mais tu vois, dans les recommandations, clairement, dire, toi, tu dis très bien, tu dis même pas, là, tu vois, tu dis, on aurait pu faire le déclenchement à un autre moment et tout, mais le premier truc qui vient, c'est la communication. Et Ouais, ça demande rien en fait.
tu vois? Mmh. Juste de prévenir, de dire: «Alors attention, là, il s'est passé ça, du coup, voilà ce qui vous attend. Je sais que vous voulez allaiter, mais bébé, il aura sûrement eu un biberon parce que justement, c'est un gros bébé, il va avoir très faim». Tu vois? Ça prend je sais que ça prend un tout petit peu de temps, Mmh. mais toi, les dégâts sur toi, sur ta relation avec ton enfant, sur la cellule familiale, bah, elle est amoindrie et au final, c'est que de la communication, ça demande pas de moyens matériels, ça demande rien, ça demande Mmh. juste de prévenir, la femme et accessoirement le coparent C'est aussi, ça. Ouais, ouais, complètement. tu vois? Ouais. Donc ça prouve bien que ça repose pas sur grand chose, finalement, mais que t pour toi, ça change tout. Pour toi, ça Ouais, change tout. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très, très, rassurant parce qu'il y a aussi des femmes, alors même quel que soit l'accouchement, qui ont du mal à créer du lien avec leur enfant, tu sais qu'ils peuvent être accompagnés par des structures et cetera, qui aident à créer du lien. Est-ce que, bon déjà, c'est très enfin, très heureux de savoir que voilà, malgré toute ta peine, vous avez créé ce lien et que vous avez une cellule familiale très forte et je pense que c'est le message à retenir, c'est que déjà, bah, il faut être un peu combatif, mais Mmh. que si on se donne les moyens, on y arrive. Mais si on a du mal, est-ce que toi, tu as été aidée? Est-ce que tu as fait appel? Est-ce que tu as demandé une aide d'une psychologue ou d'une aide familiale? Voilà, pour t'aider un peu, même si c'était le Covid et je sais que c'est compliqué, mais est-ce que tu as fait appel à une aide extérieure? Alors pas en tant enfin pas, quelqu'un qui devait être vraiment spécialisé dans le domaine à la base, mais ma sage-femme extérieure à l'hôpital, qui est une femme, incroyable et qui du coup a su me donner des bons conseils. Mais on m'a pas, si tu veux, recommandé par exemple de lignes d'écoute, toutes choses comme ça, non, non, pas du tout. J'ai pas, vraiment fait appel non plus à des structures extérieures. Je me suis juste, confiée à elle et après j'ai quand même trouvé pas mal de soutien, bah, sur les réseaux, en fait. Que ce soit sur ton compte Insta ou même dans d'autres comptes Insta bien sûr qui sont, liés notamment à des comptes spécifiques vraiment de mamans qui ont eu des césariennes et juste de lire en fait, d'entendre des témoignages de femmes qui ont vécu les mêmes choses, ça fait déjà du bien. Même si c'est pas bien sûr, ça remplacera jamais une aide professionnelle et en plus chacun y va de son ressenti et cetera, mais je pense que ça fait beaucoup de bien. Ouais, mais bien sûr. Et du coup, on pourrait aussi conseiller, voilà, que si ça va pas du tout, parce que la dépression après arrive vite, et dans les parcours, je me permets de redonner le chiffre, mais dans les rapports, de santé, rappellent quand même que dans le cadre d'une césarienne, donc d'un bloc et surtout dans le cadre d'une césarienne non programmée, il y a un risque de faire, une dépression qui est augmentée de 15, une dépression du postpartum. D'accord. Il faut, vraiment pas hésiter à aller demander de l'aide et le fait de demander à sa sage-femme, c'est excellent parce que c'est Mmh. vraiment, la première personne vers qui on peut se tourner, qui peut ensuite nous donner le numéro d'un psychologue, d'une psychologue, d'une aide, en tout cas, quelqu'un qui pourra être à l'écoute. Hem et oui et du coup, est-ce que, donc tu nous as déjà partagé plusieurs conseils. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu voudrais faire passer, ou une dernière recommandation, voilà, aux femmes qui vivraient des parcours, compliqués comme ça? Bah, pour moi, la seule vraie recommandation que je peux faire aujourd'hui, c'est d'être patiente parce que, en fait, quand ça arrive, je pense qu'on est toutes, focalisées sur l'instant présent en se disant, pardon: «C'est une catastrophe, je m'en remettrai jamais, ça ne changera jamais, j'aurai mal toute ma vie» et cetera alors qu'en fait, non, c'est sûr que c'est un moment ça peut prendre du temps. Il faut se laisser du temps. Il faut, croire aussi au process derrière de guérison, de parcours un peu c'est comme faire un deuil aussi, hein, d'une naissance qui avait été rêvée, idéalisée et qui n'a pas eu lieu. Et du coup, voilà, faut être super patient et croire aussi en nous, en fait, hein, en nos capacités à guérir et à aller de l'avant et même pourquoi pas à réitérer l'expérience un jour, hein, soyons fous. Ça, c'est une autre, c'est encore une autre étape et en tout cas, maintenant, je sais que je serai beaucoup plus préparée si ça doit arriver et voilà et pas hésiter à en parler aussi autour de soi. Ouais, 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 en parler, c'est vrai que c'est important et d'ailleurs, je t'ai pas demandé si tu avais eu une bonne écoute de ton entourage parce que c'est souvent des fois les femmes, ont pas l'écoute, attentive finalement, toi ça a été ça bah, j'imagine qu'en plus le fait qu'ils puissent pas te voir, ça a peut-être permis justement, hop de rap ah ça toi tu me diras c'est qui tout double? C'est soit du coup les gens Mmh. restent très distants, soit ils sont très proches. Est-ce que toi tu as eu quand même cette écoute, cet accueil, du côté de tes proches de ta défi enfin de ta peine en fait, compte de Ouais.
Oui, 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 ouais, j'ai eu cette chance-là. Après, personne n'avait eu cette expérience-là. C'est-à-dire qu'en fait, autant dans ma famille que, auprès de mes amis. Alors déjà, j'étais la première de mes amis à avoir un bébé, Ouais. heu et hem et en fait, je pense que alors elles vous le diront mieux que moi, mais je pense qu'à contrario, moi, par contre, en parlant et en les préparant un peu au sujet sans leur faire peur, parce que bien sûr, en plus, quand tu Oui, as pas eu bien de sûr. bébé, tu as pas envie de voilà. J'ai eu à la suite de ça 2 de mes amis qui ont eu une césarienne parce qu'on sait que le taux, il est en augmentation et ça, c'est un autre gros sujet, je pense qu'il faudrait adresser, dans les hôpitaux, se demander pourquoi cette augmentation est aussi forte. Mais oui, oui et du coup, elles m'ont tout écouté avec bienveillance sans maîtriser le sujet, mais au moins, voilà, ça ont été une oreille précieuse et moi, par la suite, en parlant, je pense que je les ai aidées à mon tour aussi quand ça leur est arrivé, derrière. Donc Bah, on se recrée, notre village, hein. c'est Heu, ça. de parler tout ça et de contraire, se donner des conseils. Après, on les prend et on se dit, bah, ah en fait, ça on dit toujours: «Le savoir, c'est le pouvoir» et puis, tu vois, le fait de dire, par exemple, que ce que tu as vécu, en salle de réveil, c'est presque comme si tu avais eu ta césarienne à vif. Parce qu'en fait, ton corps a eu à peine le temps de se dire: «J'ai été incisée, j'ai pas eu mal», mais en fait, la douleur est là et tu l'as Ouais. revécue comme si, en fait, c'était en train d'arriver. Donc c'est terrible et c'est aussi ce qui te crée ce petit trauma autour enfin ce petit, entre guillemets, ce Ouais. trauma autour de Mmh. ta douleur, de la perception de la douleur, ce qui d'ailleurs est pas du tout anecdotique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut faire peur et en même temps, tu le sais. Donc à partir du Mmh. moment où tu le sais, tu peux dire soit à la personne qui est avec toi, que ce soit ton coparent ou un proche qui est avec toi, lui dire attention, il y a ça qui peut arriver, je veux pas de péri, donc si jamais on part au bloc, quelle anesthésie ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire une AG ou pas. Enfin, ça permet d'être vraiment acteur, décideur, décideuse, actrice de ce qu'on veut vivre. Et même si ça peut effrayer, moi je me dis, bah, je préfère savoir que c'est en gros le pire scénario qui peut arriver, entre guillemets, mais au moins je me fais pas surprendre si jamais je le vis, parce que ça a mis une petite graine au fond de ma tête quelque part. Donc c'est génial que tu aies pu en parler à tes amis, que ça a été accueilli et que quelque part derrière ça les a aidés, même si j'espère pour elles ça a été plus simple. Mais car tous les parcours de césarienne ne sont pas difficiles, il y en a qui se passent bien. Mais il y en a beaucoup qui se passent difficilement, bah, par manque de communication et toi, pendant le covid, c'est sûr que les confinements, enfin, c'est presque les pires situations possibles, quoi. Entre l'isolement et le manque de personnel, ouais et ce serait intéressant, tu vois, de pouvoir interroger, je passe le message, mais un professionnel de santé qui travaillait en hôpital à ce moment-là et qui a effectivement aussi mal vécu le fait de ne pas pouvoir accompagner les femmes et les couples. Parce que ça devait être très dur aussi quelque part pour eux, tu vois, de se dire: «Bah, Complètement, je peux pas être oui. présent, la femme elle souffre et quelque part je peux pas quoi», tu vois? Mmh. Ouais, Féminin c'est un ressenti, c'est une discussion que j'ai eue, partiellement avec une des sages-femmes qui s'était occupée de moi parce que j'en ai quand même un peu parlé, je suis restée 5 jours donc on a eu le temps de se on a eu le temps de se recroiser et en effet, c'est ce qu'elle me disait que pour eux, c'était hyper frustrant parce que, ils savaient que tous ces micro loupés, mis bout à bout, en fait, c'était catastrophique pour une femme, mais que, bah, elles, de son côté, elles étaient tellement occupées à gérer le volume de femmes qu'il y avait ce jour-là, que, c'était impossible, en fait et oui, il y a beaucoup de frustration, c'est clair, c'est clair. Ouais, mais ça enlève rien à ton vécu, hein. C'est juste que Bien je me sûr, dis que ça peut réconcilier certaines femmes qui sont pas encore dans la même étape que toi, tu vois? Qui ont pas encore, passé ce cap de résilience, même s'il y a encore des émotions. Mais je veux dire, ça pourrait aider certaines femmes aussi de se dire, quelque part, tout est pas acheté du côté de l'équipe médicale et parfois c'est plutôt enfin, plutôt le process et l'organisation qui est à qui est à critiquer avec l'équipe et je ne mets pas dedans les violences obstétricales, je ne mets pas dedans le fait qu'on t'a examiné sans te demander. Tout ça, ça par contre, ça s'appelle juste de la politesse, de la mmh, déontologie. Donc là, je ne mets pas ça dans le même bien sac. sûr, Et d'ailleurs, on aura le docteur Thierry Hervé, qui est directeur de la maternité des Diaconesses, qui a enregistré un épisode et qui dit très bien que mal communiquer avec les femmes, faire les violences obstétricales, tout ce que tu as pu vivre à un moment donné de ton parcours, il dit je refuse de le mettre sur le compte du manque de personnel. Il dit ça, c'est qu'une question d'éducation et de déontologie dans sa profession. Et ouais. tu vois? Donc voilà, il y a quand même les 2 choses à séparer, mais pour autant, je trouverais ça intéressant d'avoir, le retour, tu vois, d'une sage-femme qui expliquerait comment, bah, c'est difficile aussi, tu vois, de voir des femmes en souffrance et quelque part de pas sur cette période spécifique, tu vois? Et de pas, avoir pu être,
plus présente. Mais en tout cas, merci 1000 fois pour, ta confiance, ton témoignage, ton courage et si on veut t'écrire, on te contacte où? Alors on peut me contacter sur Instagram, je suis hyper réactive, dessus donc si tu veux partager le mon compte Instagram, il y a pas de souci. OK et ben, parfait et écoute, je te remercie 1000 fois. J'ai grand hâte, que tes proches t'écoutent et puissent, te faire un immense câlin après, cet épisode et puis de toute façon, on reste en contact et je t'embrasse. Je te Ça dis à marche. bientôt. Merci à toi pour nous donner la parole. C'est important. C'est normal. Je t'embrasse beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Clémentine, merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici pour votre soutien à Clémentine et tous les petits mots d'amour que vous allez lui envoyer. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir mon travail et cet épisode et toutes les femmes qui ont déjà témoigné ici et les professionnels de santé en mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. En fait, ça aide, vous le savez, le podcast à se faire connaître de d'autres femmes qui auraient besoin d'entendre vos témoignages et les témoignages des femmes ici. Vous pouvez aussi, pour avoir toutes les informations sur nos activités, nos ateliers inédits, même les promotions sur la lingerie et surtout la sortie de notre nouveau produit dédié aux femmes qui ont des césariennes ou des chirurgies, qui ont des post-opératoires, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, le lien est en bio. Vous pouvez aussi bien sûr toujours m'écrire, j'adore vous lire et surtout échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle nuit, journée, en tout cas, quel que soit le moment, un moment doux pour vous. À très bientôt. Tu le sais peut-être, mais Wounded Women écrit un livre, le premier livre illustré sur la césarienne. Si tu veux participer à l'écriture de ce livre, comme le font déjà une petite centaine de femmes de la communauté de Wounded Women, alors n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, parce que je vais de nouveau refaire un appel aux différents témoignages qui viendront étoffer ce livre, qui sera là pour soulager les femmes, les outiller en termes de conseils avec nos professionnels de santé, qu'elles se sentent moins seules et surtout qu'ils soient agréables à lire grâce à nos dessins qui vous représenteront. Alors si cela t'intéresse, si tu veux faire partie de cette aventure, écris-moi et inscris-toi à la newsletter.